demoiselle qu'il affectionne, c'est la goutte d'eau. Merci beaucoup, Laurie. Donc, très heureux de vous retrouver, parce que je vais être quantitatif pour que vous voyez les problèmes, mais on pourrait prendre une autre valeur, et ça correspond à une vitesse de 5 mètres par seconde, vitesse d'impact, quand la goutte arrive à la surface de l'eau. Donc, on va prendre ce cas particulier, regardez ce qui se passe énergétique. Alors, on se met au début de l'expérience, voilà une image que j'aime bien. Si vous regardez de façon attentive une goutte d'eau qui se détache d'un robinet ou d'une pipette, ça prend cette forme-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la goutte se détache. Bon, et puis là, ça c'est un clin d'œil pour mon ami Yann Olivo. J'ai mis la planète dans la goutte, parce que vous savez que l'eau est très importante pour la planète. Donc là, on est au tout début, la goutte se détache. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan énergétique? Alors vous allez retrouver à chaque fois les petits trucs comme ça, vous pouvez suivre avec le schéma. Donc là, on a ce qu'on appelle de l'énergie gravitationnelle. On est à une certaine hauteur, au-dessus de la surface de l'eau. Donc là, cette hauteur, elle est de 127 cm au-dessus de l'eau. Donc ça correspond à une énergie de 115 microjoules. C'est le début. C'est ce qu'on vous donne au début. Ensuite, en énergie chimique, la goutte, comme vous le voyez, est ronde. Donc ça veut dire qu'il y a une interface eau-gaz. Et ça a un coût énergétique. On peut l'évaluer en connaissant la surface de la sphère. Ça fait 1,5 microjoules, mais avec un signe moins. Pourquoi un signe moins? Ça, c'est un problème avec l'énergie, c'est qu'il faut, comme c'est des deltas, on peut ajouter ou retrancher de l'énergie. Ici, quand je mets un signe moins, ça veut dire que cette énergie, j'ai dû la dépenser. Pour créer la sphère, il faut dépenser d'énergie. Alors que, quand la goutte se détache de la pipette, ça ne coûte rien. C'est l'énergie qui vous est donnée par la gravitation. C'est pour ça que je mets un signe plus pour l'une et moins pour l'autre. La gravitation me donne 115, et le fait de créer une sphère me coûte 1,5. Et comme vous savez tout, ça fonctionne comme de l'argent. Il faut payer. Pour ça, je mets un signe moins sur ici l'énergie internationale pour dire qu'il a fallu dépenser ça. Mais vous voyez que c'est bon, parce que ça, c'est tout petit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a encore quand même de l'argent pour pouvoir travailler. Ensuite, l'énergie mécanique, c'est simple, c'est qu'au tout début, c'est zéro, la vitesse est nulle. Donc, comme l'énergie mécanique, comme vous le voyez, c'est en fonction de la vitesse. Si la vitesse est nulle, ça veut dire que l'énergie est nulle. L'énergie lumineuse, eh ben, c'est facile. Est-ce que la goutte émet de la lumière? Regardez une goutte d'eau qui tombe. Est-ce que vous pouvez vous éclairer avec ça? Ben non. Il n'y a pas de lumière émise. Donc, ça veut dire que la fréquence est nulle, donc il n'y a pas d'énergie lumineuse. Si vous ne mettez pas la goutte sous tension dans un condensateur, il n'y a pas d'énergie électrique. On n'est pas obligé de considérer ça. Est-ce que la goutte est radioactive? Vous allez me dire non. Si! N'oubliez pas qu'il existe un isotope de l'hydrogène, qui est le tritium. Je pourrais très bien faire tomber une goutte de T2O. Auquel cas, j'aurai un terme de radioactivité. Mais là, je vais être sage. Je ne vais pas aller dans l'énergie du vide, qui est responsable de la désintégration du tritium, je vais rester avec H2O, qui, elle, n'est pas radioactive. Donc ce terme, je l'oublie. Et puis, bah, ça ne dégage pas de chaleur quand la goutte se détache. Pour mettre un thermomètre, la température de l'eau reste la même, donc il n'y a pas d'énergie thermique. Et vous voyez, je n'ai à considérer que les 7 chauds, pas plus. J'ai fait le bilan. Donc dans cette début d'expérience, ce que je sais, c'est que je n'ai que 2 énergies en compétition, la gravitation. Alors j'additionne. Ça me donne ma quantité d'énergie initiale. Et ici, il faut que je vous parle d'une loi de la physique qui s'appelle le principe de conservation de l'énergie. Alors, cette loi, on peut la résumer de beaucoup de façons. Moi, j'ai une façon un petit peu originale de voir ce problème-là via une mathématicienne qui s'appelle Amy Noether. Pourquoi? Parce que je trouve assez remarquable. On pense toujours que les mathématiciens sont des hommes. Ben non. Il y a des femmes qui savent faire de très bonnes mathématiques. Et celle que vous voyez ici était une des meilleures mathématiciennes. Elle a dépassé même tous les mathématiciens de son époque en nous expliquant l'origine de la conservation de l'énergie. Elle a démontré un théorème très puissant. C'est que si vous voulez que l'énergie soit conservée, il faut que vous ayez une opération de symétrie combinée à un principe de relativité qui s'applique ici à la notion de temps. C'est-à-dire que l'énergie est conservée tout simplement parce que lorsque vous translatez dans le temps, les phénomènes restent les mêmes.
si les phénomènes restent les mêmes quand vous attendez pour faire vos expériences, l'énergie sera forcément conservée. C'est ce que nous a appris les Émile. Alors pourquoi je parle de ce principe? Eh bien à cause de ça. C'est que si vous mettez à la torture, et vous expliquerez comment torturer les gens avec des gouttes d'eau, méfiez-vous, les gouttes d'eau, ça peut être extrêmement méchant. Si vous me soumettez à la torture, je préférerais mourir que de renoncer à ce principe de conservation de l'énergie. Parce qu'il est inscrit dans la physique, et si je renonce à ça, je renonce à tout. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. L'énergie est toujours conservée, mais je parle bien de l'énergie totale. C'est celle que vous sommez en faisant les 7 qu'on a vues. Celle-là, elle ne peut pas changer. C'est une loi inviolable de la physique, enfin jusqu'à ce jour. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a besoin. Maintenant, la goutte, elle est tombée. Vous voyez, elle arrive juste à la surface. Là, elle n'a pas encore pris en contact. On est juste au point de contact avec l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai presque plus d'énergie gravitationnelle parce que j'ai perdu le 1,27 m de hauteur. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle est devenue? L'énergie chimique, on voit que la goutte est toujours sphérique, elle a toujours la même taille, donc elle n'a pas changé. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que la goutte a acquis une certaine vitesse. Donc elle a pris de l'énergie mécanique. Comment on peut connaître cette vitesse? Eh bien, on applique le principe de conservation de l'énergie. C'est-à-dire qu'on dit que la somme de toutes ces 3 énergies doit être égale à ma quantité initiale, 113,5. C'est de là que je tire ma vitesse de 5 mètres par seconde, que je peux mesurer par ailleurs. Voilà. Vous voyez la qualité? Ça, c'est une goutte d'eau qui tombe. Quand on regarde par-dessous, on voit une cavité qui se creuse. Comment on va analyser ce phénomène? Eh bien, on va l'analyser de façon suivante. On va regarder en fonction du temps la profondeur du cratère. Donc ça, on peut d'une part le mesurer. C'est ce que vous voyez ici, c'est des ronds. Et d'autre part, faire des modèles. C'est la courbe qui est ici en trait plat. Et vous voyez qu'on sait très bien reproduire les observations expérimentales. Donc qu'est-ce que nous montre cette courbe? Qu'au cours du temps, eh bien, le cratère se creuse. Vous voyez, au départ, je n'ai pas de cratère, et puis il devient de plus en plus profond. J'atteins une valeur maximale qui est ici de 2,5 cm d'épaisseur pour mon cratère. Et puis ensuite, il se referme, il s'effondre. C'est ce qu'on peut voir comme ça. Alors, ceci, bon, c'est une expérience banale. Hein. Vous avez vu le cratère qui s'ouvre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, regardez, ici, vous avez les millisecondes. Les millisecondes, c'est quand même rapide. Donc, si vous convertissez tout ça pour vous donner les ordres de grandeur, quand vous avez la cavité ici, la première phase est supersonique. Elle dure en fait 3,3 nanosecondes avant même qu'on ait le temps de faire les mesures. L'énergie est négligeable. Par contre, regardez la pression que vous générez sur l'eau. 420 atmosphères. Une goutte d'eau qui tombe de 1,27 m sur une plaque d'eau génère tout de suite, au premier contact, 420 atmosphères. Il y a 420 fois la pression atmosphérique. Et c'est une phase qui est supersonique, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle ce cratère se forme est supérieure à la vitesse du son. Tout de suite. C'est très très rapide. Quelques nanosecondes. La deuxième phase que vous voyez ici, elle est plus lente, comme vous voyez, elle s'écoule en millisecondes. Mais si vous regardez les pentes des courbes, ça correspond à une vitesse d'expansion du cratère de 444 km/h. C'est quelque chose qui va à 444 km/h. Un TGV. C'est une vitesse que peut atteindre le TGV. C'est-à-dire que le cratère se forme à la vitesse d'un TGV. Alors vous allez maintenant comprendre, vous voyez que la pression elle reste extrêmement forte, vous allez comprendre une phrase qu'aiment bien prononcer les philosophes chinois. Goutte à goutte, l'eau creuse la pierre. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'avec des pressions de cet ordre-là, le fait de faire tomber une goutte d'eau toujours au même endroit pendant très longtemps, va aller faire un trou énorme, même dans le matériau le plus dur. Parce que 420 atmosphères, c'est terrible. Et c'est là où j'en reviens à mon pauvre prisonnier que vous voulez torturer avec de l'eau. Vous l'allongez, vous l'attachez, évidemment. Le béaba de la torture, attaché à la personne. Et ensuite, vous lui faites tomber à cet endroit-là, goutte à goutte, pendant des heures, une goutte.
ben, la personne craque en général au bout de 30 minutes. Parce que 420 atmosphères. Sur le crâne, toutes les secondes. Personne ne résiste à ça. Ça, c'est la puissance d'une goutte d'eau. Évidemment, cette puissance, elle ne vous apparaît pas quand on regarde ça, elle vous apparaît quand vous avez les chiffres. C'est-à-dire quand vous faites l'analyse énergétique du phénomène. Donc voilà, déjà quelque chose d'intéressant, vous savez comment torturer les gens de façon efficace. Non, mais on apprend tout à Toulouse. Hein, c'est ça. Alors, si on fait une analyse plus détaillée, ça, les scientifiques sont très bons là-dedans. Vous voyez, on modélise, on dit il y a une cavité, il y a une onde capillaire, il y a une couronne. Tout ça, on va évaluer les énergies. Donc ça, par contre, c'est le côté difficile de la physique. C'est-à-dire que ça a des équations, c'est des formules. Moi, je vais juste vous donner les résultats. On y va. Donc, notre cratère, ici, il fait à peu près 6,9 mm de profondeur, de là à là, et de rayon, pardon. C'est le rayon. Et ici, il fait à peu près 4,5 mm de profondeur. Alors, on reprend nos pôles. L'énergie mécanique, eh bien, c'est la phase supersonique, c'est-à-dire que quand la goutte tombe sur la surface, instantanément, elle s'arrête. Paf! C'est ça qui fait le bang supersonique. Donc, il n'y a pas d'énergie mécanique. La vitesse est nulle. Il y a de l'énergie gravitationnelle, vous voyez, pourquoi? Parce qu'il faut que la couronne s'élève, et vous savez tous que quand vous devez vous élever, c'est dur, on lutte contre la gravitation. Et il y a aussi l'onde capillaire qui ondule, donc ça coûte aussi de l'énergie gravitationnelle. Vous avez les chiffres ici, 17 microjoules pour créer la cavité, et 1,9 microjoules pour l'onde capillaire. L'énergie chimique, c'est tout ce qui concerne l'interface RO. Vous voyez que là, il y en a beaucoup plus, parce qu'on a l'interface au niveau de l'onde, au niveau de la couronne, au niveau de la cavité. Donc voilà les contributions qui ont été calculées. Et puis, comme toujours, quand vous avez des forces chimiques, il y a de la chaleur qui peut se dégager. Et là, lorsqu'on analyse l'énergie thermique, la chaleur qui est dispersée quand la goutte arrive dans le liquide, on trouve une énergie totale de 0,34 microjoules. Donc vous voyez qu'en fait, je suis passé maintenant à 4 pôles énergétiques pour analyser mon phénomène. Je n'ai toujours pas mis l'énergie nucléaire et l'énergie lumineuse parce que ceci ne correspond pas à ce qu'on observe. Voilà, donc si vous avez compris ce que je vous ai dit, l'idée c'est de faire la somme de tout ça. Parce que j'ai conservé. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, il y a un problème. 47% de l'énergie disponible, c'est volatilisé. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Intolérable! Ça ne peut pas être vrai. L'énergie est forcément conservée, elle est forcément passée quelque part. Et pourtant, on a fait des calculs, je peux vous dire. Ben, on en a loupé 47%. Vous voyez qu'on n'est pas bon. On peut faire des calculs très précis et se tromper. Puis c'est pas une erreur. Oui, alors, vous voyez, on n'est vraiment pas content. Alors, première chose, on fait des mesures. Qui dit mesure dit erreur expérimentale. Donc ça, c'est facile à quantifier. On a fait des approximations, on a fait des trucs. Tout ça, ça vaut 6 microjoules. On a pu se tromper au maximum de 6 microjoules. Ben, vous voyez qu'on n'a toujours pas les 59 qui manquent. Bon, so what? Alors on va mettre en compteur Gégère. Peut-être que j'ai fait de la radioactivité. Ah oui, fusion froide. Pourquoi pas? Ah, compteur Gégère, silencieux. Donc ça veut dire que je n'ai pas créé de l'énergie nucléaire. Sans douter. Je mets une cellule photoélectrique très sensible. Peut-être qu'il y a de la lumière. Les biophotons de Bohr, tout ça. Peut-être. Ah, la cellule photoélectrique hypersensible, rien. Donc, je n'ai pas fait de lumière. Je peux mettre des électrodes. Pour un champ électrique. Ah, là, il se passe quelque chose. C'est qu'effectivement, on va s'apercevoir qu'il y a de l'électricité qui est générée. Ah, cette électricité, vous voyez, elle n'apparaissait pas dans le bilan. C'est peut-être elle qui est responsable de notre erreur. On a oublié l'électricité. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une goutte d'eau neutre qui tombe sur une surface neutre qui génère du courant. On a là une source d'énergie géniale. Ben, en fait, oui, et vous le savez tous, juste une petite image pour vous indiquer comment vous pouvez le savoir sans faire de manette d'électrode. Allez simplement au bord d'une cascade. Quel est le phénomène naturel qui produit le plus de gouttes dans le minimum de temps? Une cascade. Et qu'est-ce que vous sentez quand vous êtes au bord d'une cascade? Un bien-être.
tout le monde se trouve bien quand on a des gouttes qui vous arrivent comme ça, surtout si la cascade est très élevée. Ça, vous le savez tous. Alors, comme vous le savez tous, les scientifiques sont toujours un peu balourds, c'est qu'ils vont faire des mesures. Vous allez mesurer avec une cascade, qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez, ici, on trouve des choses, effectivement, que l'air est chargé électriquement pour venir avec une cascade, alors que l'air est neutre sur la route. Donc, il y a bien une création d'électricité quand vous faites des gouttes d'eau. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a plus de gouttes négatives que de gouttes positives. C'est la fameuse ion négatif que vous récupérez quand vous allez sur la cascade. Ça a été mesuré de toute façon, vous voyez, c'est très récent, 2007, parce qu'on veut être sûr que c'est le phénomène. On a pu faire les mesures, ça correspond à des charges qui sont très faibles. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais ces charges électriques existent. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va les intégrer dans le bilan. On sait, vous voyez, qu'on peut créer au maximum une cinquantaine de gouttes. On va dire que ces gouttes, c'est à peu près 0,4 mm. Ça va développer une charge totale de 335 picocoulombs, ce qui fait 1,4 nanojoule. Si je suis un petit peu, les gouttes un peu plus grosses, je multiplie par 10 le diamètre, je vais passer à 1,4 microjoules. Je vous rappelle qu'il m'en manque 60. Mais là, je suis en train de peigner la girafe. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a de l'électricité, mais ce n'est pas ça qui va m'expliquer mon déficit de 60. Bon. Donc, je vous fais un petit bilan, pour ceux qui seraient déjà perdus. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'on n'avait pas d'énergie nucléaire, pas d'énergie lumineuse. Il y avait bien d'énergie électrique, mais elle était négligeable. Donc on revient sur ces 4 là. On s'est trompé là-dedans, forcément, de quelque chose. Alors vous allez dire, mais comment on va faire? Là, je vais vous donner un autre grand truc de la physique. On va faire ce qu'on appelle des nombres sans dimension. Pourquoi? Parce que quand vous pensez en termes d'énergie, c'est toujours perturbant, parce que l'énergie que j'ai choisie dépend de la taille de la goutte. Alors ça, on peut le faire varier. Donc, plutôt que de regarder l'énergie, on va faire des rapports d'énergie. Alors on y va. Par exemple, on va introduire ce qu'on appelle le nombre de Froude. Ça consiste tout simplement à comparer l'énergie mécanique et l'énergie gravitationnelle. On fait l'énergie mécanique de la goutte, l'énergie gravitationnelle, et vous voyez, on obtient un nombre qui n'a pas de dimension, puisque j'ai divisé une énergie par une énergie, un nombre pur, qui vaut ici 1960. Presque 2009, hein. Mais bon, 1960. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce chiffre? Est-ce qu'il vous semble gros ou petit? Donc quand vous avez un gros chiffre comme ça, vous savez que le phénomène existe, mais ce n'est pas lui qui est terrible. Il n'est pas très prépondérant. Alors on peut faire autre chose, on peut comparer l'énergie mécanique et l'énergie thermique, par exemple. Ça va nous donner un nouveau nombre, qui est le nombre de Reynolds. Alors lui, il est encore plus grand. 6500. Donc qu'est-ce que vous en déduisez? On ne va pas chercher dans ce côté-là, parce que c'est encore plus petit que l'énergie gravitationnelle. Par contre, c'est un nombre qui est intéressant, parce qu'il vous permet de savoir si vous êtes ce qu'on appelle un régime turbulent ou un régime laminaire. Quand vous êtes en dessous de 3000, vous avez ce qu'on appelle un régime laminaire, c'est le régime que vous connaissez bien, c'est l'eau calme qui s'écoule lentement. Dès que vous êtes au-dessus de 3000, vous avez création de vortex. C'est la transition. Donc là, vous savez déjà qu'à 6500, il y a des vortex qui ont été créés quand la goutte d'eau est tombée. Forcément, il y a de la turbulence, on ne peut pas y échapper. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ces nombres étant très grands, ce n'est pas eux qui vont nous intéresser beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut négliger ça, et on peut négliger ça. Donc qu'est-ce qui reste? Je vous rappelle qu'on n'avait que 4 pôles, donc il nous reste à comparer l'énergie mécanique et l'énergie chimique. De nouveau, on fait le rapport entre les deux, on trouve un nouveau nombre, qui est le nombre de Weber, qui lui est à 450. Vous voyez, c'est bien de 3 nombres le plus petit. Donc c'est celui qui va donner probablement la source de l'erreur. Si on se trompe sur ce nombre-là, ça fera tout de suite un gros truc. Donc c'est là où il faut chercher. Alors on fait les mesures, ça a été fait, vous voyez. On fait varier ici, on regarde comment varier la qualité en fonction du nombre de Weber, on voit très bien que le nombre de Weber, c'est ce qui contrôle la taille de la qualité. C'est donc un nombre très important. Si ce nombre n'avait pas été important, qu'est-ce qu'on aurait obtenu? On aurait obtenu une droite plate. Le fait que ça varie veut dire que ce nombre est significatif pour le phénomène que je suis en train d'analyser,
Et comme ce nombre se reflète à l'énergie chimique, mon problème vient de l'énergie chimique. C'est là où j'ai fait une erreur. Alors on le voit ici très bien lorsqu'on regarde le déficit énergétique, c'est-à-dire ce qui nous manque, on voit que ce qui nous manque dépend bien du nombre de Weber. Donc c'est ça la source de notre problème. Vous voyez comme quoi le physicien raisonne? Avec ces nombres sans dimension, je suis capable de dire voilà le coupable. Oui, mais est-ce que ça nous donne la solution? Ben, il suffit maintenant d'aller revenir sur l'expérience. Qu'est-ce qu'on a négligé? Alors là, je vais remettre le son. J'espère qu'on l'entendra ce coup-ci. Voilà, l'expérience. Vous entendez? Est-ce qu'on a pris en compte ça? Non? À aucun moment on a dit, mais ça fait du bruit. C'est tout bête. Alors, voilà le problème. Je vous pose la question. Le bruit que vous entendez tous, un milieu qui cuit, c'est terrible. C'est la seconde moyenne torture. Si vous ne voulez pas mettre sur le front parce que vous êtes trop sensible, attachez votre prisonnier, faites-lui écouter de l'eau qui goûte. C'est terrible. Le bruit vient-il de la qualité de la couronne ou de l'onde capillaire? Qu'est-ce qui provoque ce bruit? Ben, si vous avez compris ce que je vous ai dit, si vous avez suivi, c'est forcément pas ce chose-là, ce qu'on a déjà calculé. C'est quelque chose de nouveau qui a été négligé. Et cette chose nouvelle, on la connaît bien, c'est les bulles d'air. Les bulles d'air. On est en régime turbulent, nombre de Reynolds supérieur à 6500, donc turbulence, donc création de bulles d'air. J'arrête là. Petit clin d'œil pour détendre l'atmosphère. Vous voyez? J'ai trouvé mon coupable, les bulles d'air, bien sûr. Tout le monde sait que c'est ça le problème. Et vous voyez très bien ici, regardez, quand vous faites tomber la goutte, vous voyez, moins 3 millisecondes, 0 millisecondes de contact, 2 millisecondes, 6 et 1, 4. Regardez ça, c'est un hydrophone, qu'est-ce qui se passe? C'est silencieux, on n'entend rien. La petite bulle se détache ici, vous voyez, c'est le petit point noir, qu'est-ce qui se passe? L'hydrophone se met à réagir. Donc on sait que le son que vous entendez provient des bulles d'air. Et évidemment, ces bulles d'air, c'est une interface au gaz, donc de l'énergie chimique, et c'est elle, évidemment, qui nous manque dans notre vie. Donc ça, c'est... On avait oublié les bulles d'air. Ouf, on respire. Donc ça, ces bulles viennent évidemment de la turbulence. On est avec un nombre Reynolds de 6500, donc il y a des vortex qui vont créer des bulles, et on peut montrer que 240 bulles de diamètre 1 mm suffisent largement à expliquer le déficit. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est là où se trouve notre énergie manquante. Alors, pour ceux qui sont un peu musiciens, il faut savoir qu'on peut relier la taille de la bulle à la fréquence que vous entendez, et la relation est très simple, pour ça que je vous la donne, 3,3 kHz mm. C'est-à-dire que pour une oreille humaine, qui est sensible dans la gamme 20-20 kHz, ça veut dire que quand vous entendez de l'eau qui coule, les bulles qui vous parlent ont un diamètre minimal de 0 à 1 mm, un diamètre maximal de 17 cm. Cette fréquence augmente quand la bulle s'approche de la surface. Ça, vous pouvez le vérifier avec du champagne. Regardez, si vous écoutez bien une bulle de champagne, quand elle est au fond du verre et qu'elle se rapproche de la surface, le son qu'elle émet monte en fréquence. Ça, c'est amusant. Par contre, c'est très très difficile à calculer. Alors, c'est ça qui est responsable du bruit de la pluie. Quand vous entendez le bruit de la pluie, vous avez des bulles de 0,2 mm qui vous parlent. Donc, c'est très très difficile à calculer. Vous voyez, ça a été calculé uniquement en août 2009. Il y a 2 mois. Non, même pas. Le mois. C'est un son non naturel qui est produit par une machine. Et pour ça, il vous faut des calculateurs extrêmement puissants. Ça, c'est le bruit, quelque chose qui tombe. Ça, c'est un robinet qui coule. Ça, c'est les ondes sonores qui sont dans l'air, que vous entendez par votre oreille. L'avantage de la science, c'est qu'on peut les distinguer. Ça, vous connaissez tous, c'est le ruisseau qui coule. Voilà,
ces simulations datent du mois dernier. C'est-à-dire qu'avant août 2009, on ne savait pas créer ces bruits-là. Maintenant, dans le cinéma, vous allez les trouver. C'était le seul bruit qui, au cinéma, était encore naturel, le bruit de l'eau. Et bien maintenant, vous saurez que c'est plus naturel. On sait calculer ça, ça coûte très cher, mais ça marche. Voilà, ça je vais passer rapidement, pour que je vous montre un petit peu qu'il y a des bulles silencieuses, il y a des bulles reproductives, des bulles, enfin tout ça, c'est... Si vous êtes passionné par le bruit de la pluie, je finis. Si vous êtes passionné, bon, Jean-Yves me fait signe que c'est terminé, donc on va arrêter là. J'aurais voulu vous parler du jet de Rayleigh. Je vais juste vous en dire quelques mots en quelques secondes. Vous voyez, c'est le jet que vous créez quand vous avez la cavité qui s'effondre. Donc ça peut s'analyser, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Je vais juste terminer peut-être avec ici. Des gouttes et des hommes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gouttes? Eh bien, vous voyez, vous pouvez faire de la peinture, comme ça qu'on peint votre voiture. Vous pouvez faire des cosmétiques pour mettre des gouttes dans les crèmes de beauté. Vous pouvez faire des imprimantes à jet d'encre. Vous pouvez faire des moteurs à injection, comme ça fonctionne le diesel. C'est très important pour l'érosion des sols, 240 atmosphères. C'est comme ça que la terre se fait, à partir des roches, via les gouttes. C'est ça qui permet à l'agriculture de fonctionner. Chaque fois que la pluie tombe, les graines sont dispersées. C'est ça qui disperse aussi les maladies. Chaque fois qu'il pleut, c'est une catastrophe. S'il y a des bactéries, elles sont dispersées. C'est aussi ce qui vous permet de traiter efficacement une culture via les pesticides. C'est ce qui vous permet de faire de très jolies croissances cristallines, qu'on appelle les stalactites et les stalagmites. Et c'est aussi ce qui vous permet de vous laver et de vous décaper. Donc la prochaine fois que vous prendrez une douche, réfléchissez à la goutte d'eau. Quelque chose qui est vraiment très puissant. Et il vous faut le regard scientifique pour pouvoir comprendre l'origine de cette puissance. Si vous n'avez pas ce regard scientifique, si vous restez juste artiste, vous faites des belles choses, mais il vous manque quand même un aspect important de la réalité. Voilà, je vous remercie et on se revoit.